spinning, laughing, dancing to her favorite song. Il y a plusieurs appellations pour décrire le cadre de ces négociations, et moi je vais utiliser le sigle français qui est Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. C'est d'ailleurs la traduction officielle en français, Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, PTCI. Il y a deux autres appellations en anglais, toutes les deux. La première, c'est Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Et puis il y en a une autre, TAFTA, qui signifie Transatlantic Free Trade Agreement. Mais c'est la même chose, et bon, il vaut mieux parler français, c'est, je pense, plus simple pour nous. Donc, PTCI. Le PTCI, la véritable négociation a débuté à l'occasion du sommet du G8 qui s'est tenu en Irlande du Nord les 17 et 18 juin 2013. Mais si le lancement officiel s'est fait à cette occasion, des contacts, et non seulement des contacts, mais des liens organiques existent entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique du Nord depuis, en fait, le lendemain de la chute du mur de Berlin, à la demande des Américains d'ailleurs, pour resserrer les liens avec les pays de l'Union européenne et au-delà, pour faciliter notamment l'intégration d'un certain nombre de pays dans l'Union européenne, pays résultant de l'explosion du système soviétique. Donc c'est un avatar, disons, des relations américano-européennes. Et ce système de traité, certains appellent ça un traité de libre-échange, en réalité c'est bien au-delà d'un simple traité de libre-échange. On verra que cette affaire est une affaire de géopolitique plus que de libre-échange. Et le PTCI s'articule dans la stratégie des États-Unis et de l'Union européenne avec, d'une part, concernant l'Union européenne, un deuxième traité similaire, mais à l'impact géopolitique un peu différent, qui est le CETA en anglais, mais en français c'est AECG, qui est l'accord économique et commercial global avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, et qui en anglais se dit CETA, C-E-T-A, Canada European Union Trade Agreement. Et puis du côté également de l'Union européenne, il y a un deuxième traité du même type avec le Japon, et puis encore un autre avec la Chine, et puis encore un autre avec l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est à la fois l'accélération de la mise en œuvre du libre-échange, de la confirmation de la fin du multilatéralisme au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le développement donc du bilatéralisme, et du côté américain, le PTCI est jumelé avec le partenariat transpacifique, qui est un accord de même type, de type géopolitique, géostratégique, entre les États-Unis et 12 pays asiatiques, sauf la Chine, évidemment, puisque tout ceci est dirigé, on le verra, contre la Chine, d'abord contre la Chine. Parce que la Chine, c'est la première puissance mondiale je crois, 2020, en termes de PIB, 2020, ça c'est pas loin, Alors, on va voir comment les États-Unis réaménagent leurs pions à l'échelle mondiale pour faire face à leur ennemi principal. Ils ont désigné leur ennemi principal, c'est la Chine. Cet accord, le lancement plus exactement des négociations sur le PTCI, lancé donc les 17 et 18 juin 2013 en Irlande du Nord, a été précédé quelques jours avant dans une opacité totale, et c'est vrai que l'opacité
et la règle et le mode de conduite de ces opérations par une réunion à Luxembourg des ministres du commerce des 27 à l'époque, qui avaient adopté le mandat, c'est comme ça qu'on appelle les consignes qui sont données par le Conseil européen. En réalité, c'est le Conseil européen qui donne mandat à la Commission européenne, et en particulier au commissaire au commerce, pour conduire les négociations au sein de l'Union européenne. Vous savez tous que au sein de l'Union européenne, les négociations commerciales relèvent, c'est une prérogative de l'Union, ça n'est plus une prérogative nationale, et donc c'est le commissaire au commerce qui négocie au nom des pays membres sur la base d'un mandat. Alors, ce que l'on pourrait faire observer, c'est que, bien sûr, a priori, des négociations entre les États-Unis et l'Union européenne, si elles avaient pour objectif de rapprocher les peuples des deux côtés de l'Atlantique, si un tel accord avait pour ambition d'améliorer la prospérité générale, de contribuer à la stabilité internationale, monétaire et financière, de s'attaquer aux désastres environnementaux, d'établir des normes de haut niveau en matière de protection sociale, qu'il s'agisse du chômage, de la santé, de l'éducation, des conditions de travail, s'il s'agissait d'éradiquer le chômage et la précarité, et donc la pauvreté, eh bien, susciterait un enthousiasme universel. Et ce serait un exemple pour le reste du monde. Mais, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit de l'inverse. Et la décision qui a été prise en Irlande en juin 2013 est tout à fait monstrueuse à tous égards. Il s'agit ni plus ni moins de mettre en place un empire euro-atlantique. Un empire euro-atlantique pour restaurer le leadership mondial des États-Unis. Et pour y parvenir, de porter un coup supplémentaire à la souveraineté des États au travers de la privatisation d'une partie de la justice, au travers des mécanismes de règlement des différends. Évidemment, il y a un volet libre-échangiste qui n'est pas négligeable dans cet accord, bien entendu. Le volet libre-échangiste qui va, si cet accord est signé, aggraver la concurrence entre les travailleurs, aggraver également la situation sur le plan de l'environnement. Alors, c'est comme ça que la grande presse, d'ailleurs, présente ces négociations. Elle présente les choses comme un accord de libre-échange. Mais, donc, bien sûr, encore une fois, il y a du libre-échange dans l'affaire, mais il y a une volonté nouvelle par rapport aux accords habituels de libre-échange. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange? Habituellement, c'est d'abord un accord qui s'attaque aux barrières tarifaires. Autrement dit, un accord de libre-échange vise à réduire les droits de douane au motif que l'amélioration du commerce international va provoquer une augmentation donc des échanges par définition, et donc de la production, de la croissance économique mondiale et donc nationale, de l'emploi, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, parce que on peut dire exactement l'inverse. On peut dire si le commerce international augmente, c'est parce qu'il y a le développement du PIB à l'échelle des nations, et non pas l'inverse. Bref. Donc, il y a bien entendu la dimension tarifaire, mais c'est surtout les barrières non tarifaires qui sont le viseur de cet accord. Les barrières non tarifaires
ce sont les normes sociales, ce sont les normes environnementales, alimentaires, techniques, etc. Parce que sur le plan des droits de douane, entre les États-Unis et l'Union européenne, il n'y a plus grand-chose à gratter. On verra la moyenne est de 3% aujourd'hui, ce qui est évidemment négligeable. Il suffit d'un petit changement de la parité entre le dollar et l'euro pour pulvériser les 3% de diminution des droits de douane. Ça n'a strictement aucun sens. Alors je disais, c'est un tournant de la géopolitique mondiale qui est en train de s'amorcer sous nos yeux. Et pour reprendre un mot du président Obama, c'est un OTAN économique qui se met en place. Ce partenariat, ces négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est le résultat direct d'un immense travail mené par les lobbies américains et européens, financés par les grands groupes industriels de services et les groupes financiers. Les plus actifs sont connus, tout le monde les connaît. Ce sont les chambres américaines de commerce, le Transatlantic Business Council, le TBC, et le Transatlantic Policy Network, qui est le TPN. Alors ce dernier lobby est intéressant à signaler parce qu'il est composé pour moitié de représentants des firmes multinationales, surtout américaines, AT&T, BASF, Bayer, Dow Chemical, Hewlett-Packard, etc. Et l'autre moitié des membres de ce lobby est composée de 60 députés européens et d'élus au Congrès des États-Unis. Et donc, il y a une articulation totale entre les membres du Parlement européen et les lobbies qui travaillent dans des lobbies spécifiques. Alors les enjeux, bien sûr, sont considérables parce que les États-Unis et l'Union européenne comptent pour près de la moitié du PIB mondial et comptent pour 30% du commerce international. Et chaque jour, ce sont 2,7 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 milliards d'euros, de biens et de services qui sont échangés entre les deux rives de l'océan. Les investissements directs représentent, quant à eux, 3,7 trillions de dollars, c'est-à-dire 2,8 trillions d'euros. Je rappelle que 1 trillion égale 1000 milliards. Ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Et selon le mémo 1395 du 13 février 2013 de la Commission européenne, les relations commerciales transatlantiques constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Ce mémo ajoute que d'ici 2027, des gains annuels totaux se traduisant par une hausse du PIB de 0,5% pour l'Union européenne et de 0,4% pour les États-Unis devraient intervenir, soit, je cite, des revenus annuels supplémentaires de 86 milliards d'euros pour l'économie européenne et de 65 milliards d'euros pour l'économie américaine. Ridicule. C'est ridicule, hein, la masse. Quand on pense que le pacte de responsabilité, enfin les différentes mesures prises par le gouvernement Hollande représentent plus de 50 milliards d'euros par an, et que là, à l'échelle de l'Union européenne, des 28 aujourd'hui, le gain estimé de 86 milliards d'euros, c'est totalement dérisoire. Et on nous présente ça, M. Mitterrand, M. Hollande nous explique qu'il faut aller vite dans les négociations parce que ça présenterait une opportunité en termes de croissance économique et d'emploi. On voit bien, d'après les chiffres officiels, que tout ceci est faux. Et je vais passer sur les problèmes de prévision, parce qu'il y a un débat qui s'est établi sur la modélisation, c'est-à-dire comment ces prévisions sont-elles faites, par qui, à partir de quels critères, et finalement on s'aperçoit que ceci ne vaut rien.
zéro, c'est-à-dire les prévisions qui sont faites, les chiffres qui sont donnés sortent finalement du chapeau. Il n'y a aucun travail sérieux qui est fait. Mais c'est un autre débat, je passe. Le pacte, les négociations du PTCI abordent 3 sujets. D'abord, les règles, les principes et les nouveaux modes, et là je cite le mandat, les textes de la Commission européenne elle-même, enfin les textes d'ailleurs signés entre Obama et Barroso, avec Van Rompuy également qui a signé ce texte. Donc les règles, les principes et les nouveaux modes de coopération permettant de répondre aux défis partagés et aux opportunités communes du commerce mondial. Vous avez reconnu la langue de coton de l'Union européenne habituelle. Ensuite, les questions de réglementation et les obstacles non tarifaires. Et troisième sujet, l'accès au marché. Donc je vais développer un certain nombre d'éléments sur ces 3 sujets. Mais avant d'en passer par là, je voudrais donner quelques éléments sur l'objectif central qui est de redonner le leadership mondial aux États-Unis en faisant plus encore de l'Union européenne son arrière-cour. Et donc, l'objectif du partenariat transatlantique est bien celui-là. D'abord, redonner le leadership mondial aux États-Unis en faisant de l'Union européenne son arrière-cour. On ferait preuve d'une grande naïveté si nous nous laissions aller à croire que les propos doucereux qui entourent ce projet étaient avérés, étaient vrais. C'est une offensive gigantesque des États-Unis visant à reconquérir leur hégémonie mondiale qu'ils ont perdue en partie cette dernière décennie. Cette offensive des États-Unis inclut, sans s'y réduire, une reconfiguration complète de l'ordre commercial mondial, puisque cet accord bilatéral entre les États-Unis et l'Union européenne sonne le glas de l'Organisation mondiale du commerce, qui est court-circuité, comme ça a été dit en introduction par Viviane. Quant à l'Union européenne, on peut se demander si nous n'avons pas atteint la fin de ce qui est appelé sa construction. Parce que l'objectif fixé par les États-Unis pour construire l'Union européenne sera atteint avec la signature du PTCI, faire de l'Union européenne une véritable filiale des États-Unis. Et plus que jamais, si le PTCI est signé, eh bien, ce sera le cas. Depuis l'implosion du système soviétique, les États-Unis étaient la seule superpuissance mondiale. Les 2 blocs ayant disparu, la Chine n'étant pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, au début des années 90, donc nous sommes dans un monde unipolaire, c'est comme ça qu'on qualifiait la situation, mais cette situation a changé depuis à la fois d'abord la montée de la Chine, la montée en puissance de la Chine, et aussi la montée des BRICS, Brésil, Russie, Inde, la Chine donc, et aussi l'Afrique du Sud. Et puis aussi, ça a changé avec les révolutions en Amérique du Sud. Donc le rapport des forces internationales a évolué de manière défavorable aux États-Unis. Et c'est ça qui inquiète les Américains. On parle aujourd'hui de monde multipolaire. Bon, il y a des discussions sur cette notion, mais il est parfaitement clair que désormais, les États-Unis ne sont plus en position hégémonique comme ils l'étaient au début des années 90. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, ayant perdu ce statut d'unique superpuissance, les États-Unis veulent reprendre le leadership mondial. Pendant une vingtaine d'années, entre la dislocation du système soviétique à partir de 1989 et le milieu des années 2000,
le monde a donc vécu sous un régime unipolaire. Avant, la planète avait connu, dans le cadre de la confrontation Est-Ouest, bloc occidental contre bloc soviétique, dans le cadre de la guerre froide, une organisation bipolaire. C'était un monde bipolaire, Est-Ouest, d'autres ont ajouté à cela le croisement Nord-Sud, mais en tout cas, après l'effondrement des pays du camp soviétique, la Chine n'en fait pas partie, il ne restait plus qu'un seul régime capitaliste, et particulièrement que le seul régime capitaliste, et particulièrement le capitalisme des États-Unis d'Amérique. Cette période a été mise à profit par les classes dirigeantes occidentales pour accélérer la révolution conservatrice et les politiques néolibérales. Les pays de l'Est européen se sont vus appliquer ce que les Américains ont appelé une thérapie de choc, c'est-à-dire implanter les mécanismes du marché à toute vitesse pour rendre la situation irréversible. D'ailleurs, ces pays ne se sont pas encore remis, la plupart d'entre eux, de cette situation. À l'Ouest, les politiques néolibérales se sont poursuivies, conduites indifféremment par des gouvernements de gauche ou de droite. Quant aux pays pauvres, désormais, ils n'intéressent plus personne et ils sont laissés à leur sort, parce que les pays pauvres représentaient un intérêt quand il y avait la confrontation Est-Ouest, et uniquement à cette occasion, puisque faire basculer un pays pauvre dans un camp ou dans l'autre permettait de modifier le rapport des forces du camp qui avait récupéré tel ou tel micro-État, etc. Et donc il y avait une sorte de concurrence entre l'Est et l'Ouest pour faire basculer les pays pauvres dans leur camp. Tout ceci est fini, puisque les pays pauvres n'intéressent donc plus personne. Ce monde donc est devenu multipolaire avec la montée en puissance des BRICS, particulièrement de la Chine, et des révolutions en Amérique du Sud. L'hégémonie américaine s'est peu à peu émoussée, non d'ailleurs, et c'est à souligner, par la montée en puissance d'une Europe libre, indépendante et prospère, c'est d'ailleurs exactement le contraire qui s'est produit, mais par l'aiguisement des contradictions internes à ce régime et l'éruption des pays appelés émergents qui ont contribué au blocage de l'OMC, ainsi que les révolutions en Amérique du Sud. Les crises à répétition dans lesquelles s'enfonce la planète trouvent toute leur origine aux États-Unis. Depuis d'ailleurs la crise de 1929, la suppression par Nixon de la convertibilité du dollar et de l'or en 1971, toujours les situations de crise viennent du capitalisme américain. Et leur choix politique aux États-Unis de faire de la mondialisation, financiarisation, une stratégie universelle, en est la cause profonde. On peut même ajouter qu'il s'agit d'une crise sans fin, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié il y a un an ou deux, La crise sans fin, une crise sans fin de nature systémique. De crise sans fin parce que le système, finalement, génère la crise, la reproduit et va la reproduire indéfiniment, si on n'y prend pas garde, évidemment, si les forces qui portent des alternatives ne parviennent pas à changer la donne. Mais laissé à lui-même, le système aujourd'hui est un système de crise perpétuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, cette crise dont on ne voit pas le bout concerne tous les secteurs, la destruction de l'emploi, des régimes de protection sociale, l'environnement, etc. L'apparition des BRICS est venue perturber le leadership américain, puisque notamment, entre autres, de très grandes entreprises des pays émergents concurrencent désormais avec succès les firmes multinationales à base américaine ou européenne. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Hein, des sociétés comme Mittal, des sociétés chinoises,
des sociétés brésiliennes, des sociétés russes, aujourd'hui, sont des acteurs mondiaux, achètent d'autres entreprises dans les pays occidentaux. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors, certes, les pays émergents, ce qu'on appelle les pays émergents, ne représentent pas encore une puissance globale, organisée. Nul ne sait d'ailleurs si ils y parviendront un jour. Néanmoins, ils apparaissent sans aucun doute comme un nouvel acteur économique et politique et militaire, mondial, militaire, parce que la Chine, par exemple, s'est dotée, a acheté un vieux porte-avions qu'elle a remis en service assez rapidement, et termine la construction d'un second porte-avions, a des ambitions pour être, disons, le leader dans sa zone, inquiétant le Japon, et donc tout ceci donne, disons, un sentiment de proximité avec ce que nous avions connu dans les années 60 et 70, avec l'apparition du mouvement des pays non alignés. La conférence de Bandung en 1954 ou 1955 qui avait donné le départ du rassemblement des pays qui avaient lutté avec succès pour leur libération nationale. Dans cet ensemble, la Chine tient une place à part, compte tenu bien sûr de sa taille et de son régime politique tout à fait particulier. L'objectif des États-Unis est aujourd'hui de contenir la montée en puissance de la Chine. Ils veulent la prendre en tenant le PTCI. C'est l'objectif des États-Unis. Et ce que les États-Unis veulent essayer de faire, c'est d'utiliser le PTCI comme une base pour établir de nouveaux standards commerciaux mondiaux. Ils court-circuitent l'OMC, mais en fait, ils espèrent que les conclusions des négociations du PTCI serviront de normes internationales pour le commerce international, et notamment pour les autres accords en cours de négociation, particulièrement le Trans-Pacific Partnership. Donc il y a une petite course de vitesse pour y parvenir. Dès lors, les États-Unis seront en position de force pour imposer à tous les autres pays des normes, et l'OMC finalement se ralliera aux normes élaborées à l'extérieur. Ce sera la fin de l'OMC. C'est déjà la fin de l'OMC d'ailleurs. Donc les États-Unis cherchent à regagner les positions qu'ils ont perdues. C'est tout à fait transparent dans le langage diplomatique qui convient évidemment, lorsque les deux partenaires, États-Unis d'un côté et Union européenne de l'autre, expliquent dans un communiqué que cet accord donnera aux États-Unis et à l'Union européenne, je cite, la possibilité non seulement de développer le commerce et les investissements de part et d'autre de l'Atlantique, mais également de contribuer à l'élaboration de règles mondiales pouvant renforcer le système multilatéral. Voilà, c'est tout à fait clair. Cet accord transatlantique est une sorte de clone de l'OMC, sauf que c'est du bilatéral. Et d'ailleurs, on nous expliquait dans la théorie, dans la propagande néolibérale, que le bilatéral, c'était tout ce qu'il y avait de plus mauvais, et qu'il fallait avoir recours au multilatéralisme. Or, on voit que ce sont les libéraux eux-mêmes qui, désormais, ont recours au bilatéralisme. Barack Obama l'a confirmé lors du sommet du G8 que j'évoquais tout à l'heure, en invitant les Européens, je cite, à regarder au-delà des petites préoccupations pour avoir en tête l'image d'ensemble. Et il compare le partenariat transatlantique, je cite, à une alliance économique aussi forte que l'alliance diplomatique et militaire qu'est l'OTAN. Voilà, cette comparaison est très éclairante parce qu'elle montre
l'importance stratégique du PTCI pour les dirigeants américains. Et une fois n'est pas coutume, en tout cas ça dépend des matières, mais faisons confiance en ce domaine au Wall Street Journal, qui dans son édition du 17 juin 2013 rappelle que cet accord, je cite, est une opportunité de réaffirmer le leadership global de l'Ouest dans un monde multipolaire. Voilà. Le Wall Street résume parfaitement bien la stratégie des États-Unis. Donc les choses sont claires à propos du PTCI. Il n'y a bien sûr que la grande presse française, européenne, les socialistes évidemment, et puis quelques autres, par incompétence, ignorance ou malveillance, mais en fait pour aucune de ces raisons, pour des raisons politiques, qui font semblant de ne rien voir et de ne rien comprendre, et qui persistent à parler de simples accords de libre-échange. Les États-Unis n'ont donc plus les forces de parvenir seuls au rétablissement de leur leadership. Ils veulent donc embarquer l'Union européenne, consentante d'ailleurs, frémissante, car préparée depuis des décennies à cette hypothèse. Ce sont bien les dirigeants américains qui ont fabriqué l'Union européenne. Donc les dirigeants européens sont prêts. Ils n'attendaient que cela pour poursuivre l'aventure afin de créer un empire euro-atlantique sous direction américaine. Il s'agit donc de reconfigurer l'ordre commercial mondial, bien sûr, en court-circuitant le multilatéralisme et l'OMC, OMC qui gêne les États-Unis. Tout à l'heure, il a été rappelé le cycle de Doha en échec. En échec pourquoi? Bien parce que, en particulier, les pays émergents ont bloqué, ont refusé sur le dossier agricole les propositions faites par les États-Unis et l'Union européenne, notamment en matière de subventions agricoles, mais pas seulement. En tout cas, il y a cet objectif de reconfiguration. Je passe à au deuxième aspect qui porte sur la nouvelle vague de libéralisation aux effets destructeurs qui va s'abattre sur la planète si cet accord était signé. Il y a 9 effets destructeurs que l'on peut identifier liés à cet accord. Le premier, c'est la montée des tensions internationales entre les BRIC et les pays en développement. Montée des tensions, déstabilisation. Pourquoi? Parce que, indéniablement, les négociations du PTCI vont provoquer des turbulences et pouvant déboucher d'ailleurs sur des conflits plus importants, plus graves. Comme l'objectif du PTCI est de contourner l'OMC, précisément parce que les pays émergents et en développement n'ont pas accepté les propositions de l'Union européenne et des États-Unis, et bien ces pays, quand ils vont prendre conscience, et ils commencent à le faire, du contenu des négociations, d'un côté le PTCI et de l'autre côté le Trans-Pacific Partnership, eh bien ces pays vont réagir parce qu'ils voient bien que les normes qui seront établies à l'occasion de ces négociations les mettront devant le fait accompli et qu'ils en subiront les effets. Deuxième problème, deuxième effet destructeur, c'est la concurrence accrue entre les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique, la pression sur les salaires, sur les conditions de travail et l'emploi. Même si les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas la question essentielle, je disais tout à l'heure qu'en moyenne,
ils sont autour de 3%. Washington, au nom des firmes multinationales, cherche bien sûr l'augmentation de ses exportations en Union européenne. Et inversement, l'Union européenne cherche la même chose, développer ses exportations aux États-Unis. Mais il y a quand même certains secteurs où les droits de douane restent élevés. Par exemple, pour les... Enfin là, ce n'est pas un cas de droits de douane élevés, mais en matière de produits industriels, les droits de douane sont de 3%, 3,3% en Union européenne, 2,2% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, probablement, une égalisation par le bas sur les produits industriels entre les États-Unis et l'Europe, mais qui ne sera pas significative sur le plan du PIB, de l'emploi des deux côtés de l'Atlantique. Mais il y a d'autres secteurs où les droits de douane sont différents. Par exemple, dans le domaine des transports, les droits sont nuls aux États-Unis, et dans l'Union européenne, ils sont de 7,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, évidemment, vont faire pression sur l'Union européenne pour que l'Union européenne élimine les 7,8% de droits de douane appliqués aux moyens de transport. Et la conséquence, là, oui, ce sera certainement des diminutions d'emplois dans ce secteur, dans l'Union européenne, puisque une partie de ce qui était fabriqué dans l'Union européenne ne le sera plus, puisque ce sera remplacé par des importations. Concernant les services, il y a des équivalents de droits de douane qui ont été calculés en France, par exemple, où la situation est extrêmement variée. Et selon les secteurs, il y aura des gagnants et des perdants des deux côtés. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas donner l'impression que les conclusions du PTCI seraient toutes négatives pour l'Union européenne et toutes positives pour les États-Unis. Pas du tout. Selon les secteurs économiques, il y aura des perdants et des gagnants des deux côtés de l'Atlantique. C'est pour ça que des luttes doivent rassembler des forces des deux côtés de l'Atlantique. Ce n'est pas l'Union européenne contre les États-Unis. Encore une fois, cet accord n'est pas imposé par les États-Unis à l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne sont enthousiastes. Il n'y a pas de pression américaine là-dessus. Donc, trois secteurs. Les assurances, par exemple, il y a l'équivalent droit de douane de 61% en France, 43% aux États-Unis. Bon, là, il y aura un réajustement qui signifiera qu'il y aura une ouverture du marché des assurances avec moins de contrats d'assurance en France et plus pour les sociétés françaises, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais il en reste quand même quelques-unes, mais les firmes d'assurance américaines seront plus présentes sur le marché français. En communication, c'est à peu près égal. Dans la construction, j'ai donné des chiffres, etc. Alors, donc, les parts de marché respectives vont se déplacer selon les secteurs, entre les États-Unis et l'Union européenne, mais globalement, ce qui sera acheté par l'un sera vendu par l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire un jeu de Lego en déplaçant les différents secteurs. Au total, ce qu'achètent les uns sera vendu par les autres et inversement. Donc, ce sont des reclassements sectoriels qui vont être opérés. Les dindons de la farce, ce seront évidemment les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique qui ont tiré le mauvais numéro, qui se trouvent dans les mauvaises filières et qui subiront là les effets du chômage, la pression pour être plus compétitif, toujours plus compétitif, etc. etc. D'ailleurs, on a un point de comparaison, hein, c'est quand il y a eu l'ouverture de l'Union européenne au PECO, les pays d'Europe centrale et orientale. La situation des travailleurs des 15, avant l'élargissement, est-ce qu'elle s'est améliorée?
parce que c'est exactement la même situation. Elle ne s'est pas améliorée par l'entrée des PECO dans l'Union européenne. Elle s'est dégradée. Et c'est exactement ce qui va se produire. On a également les effets de l'ENA, de l'ALENA. On peut vérifier, après les accords de l'ALENA, ce qu'il en est pour les États-Unis ou le Mexique et le Canada. Il y a des études qui sont faites qui montrent donc une aggravation de la situation. Troisième problème, aggravation des inégalités nord-sud. Le pouvoir de négociation des pays émergents et en développement, pris individuellement, sera évidemment égal à 0 face aux États-Unis et à l'Union européenne coalisée. Regroupés au sein de l'OMC, ces pays émergents et en développement étaient parvenus à bloquer le cycle de Doha. Mais leur poids sera totalement éliminé avec ce système, et c'est d'ailleurs fait pour. C'est bien pour ça qu'il y a notamment cette négociation. Quatrième risque, asymétrie entre l'Union européenne et les États-Unis, au bénéfice des États-Unis. Parce que il y a un premier rapport de force qui va s'instaurer entre l'Union européenne et les États-Unis coalisés d'un côté et les pays émergents, les BRIC, d'un autre côté, mais il y aura aussi un second rapport de force entre l'Union européenne et les États-Unis, même s'ils signent un accord de partenariat. Et ce second rapport de force sera, dans tous les domaines, favorable aux États-Unis. Exemple, les États-Unis sont une puissance militaire, pas l'Union européenne, puisqu'elle est soumise à l'OTAN, dirigée par les États-Unis. Les États-Unis mènent une politique étrangère de grande puissance, pas l'Union européenne. Cette dernière, d'ailleurs, ne peut pas avoir de politique étrangère. L'article 28A du traité de Lisbonne oblige le Conseil européen à prendre en ce domaine des décisions à l'unanimité. C'est tout à fait cohérent, d'ailleurs, avec le principe de souveraineté des nations, mais ça empêche d'avoir une politique étrangère commune. Ensuite, les États-Unis conduisent une politique industrielle, pas l'Union européenne. Les articles 107 à 109 du traité de Lisbonne interdisent en effet aux États membres et à l'Union européenne de verser des entreprises, des aides publiques aux entreprises. Aux États-Unis, je prends deux exemples, le Buy American Act de 1933 accorde une préférence aux produits américains dans les contrats publics fédéraux. C'est tout à fait logique, c'est très bien, il faudrait qu'on fasse pareil. Il faut ajouter le Jones Act de 1920 qui impose que toutes les marchandises échangées entre des ports américains soient transportées sur des navires construits aux États-Unis avec un pavillon et un équipage américain. C'est très bien, c'est excellent. Il faudrait faire pareil en France et dans les autres pays, bien entendu. Les États-Unis disposent d'une politique de change, pas l'Union européenne. Les États-Unis ont une politique monétaire, pas l'Union européenne. Bon, voilà quelques exemples. Cinquièmement, détérioration de l'environnement. L'augmentation du commerce international va, si elle a lieu, va augmenter mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, ils ont été évalués par la Commission européenne elle-même entre 4 et 11 000 tonnes, en contradiction totale avec les engagements de l'Union européenne de les réduire. Donc il y a un double discours complet sur le sujet. Sixièmement, privatisation du droit et de la justice par la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends hors la loi. Et c'est cela, je pense... je veux terminer par ça, en disant que on trouve là la continuation des politiques menées, des politiques néolibérales menées depuis quelques décennies, dont le point commun est de grignoter les souverainetés nationales. Et on voit là une nouvelle étape très importante en la matière, puisque là, l'objectif, c'est d'ériger
les firmes nationales en égaux des États, et même plus que cela, en tuteurs des États, puisque dans la hiérarchie des normes juridiques viendrait s'ajouter la firme multinationale qui pourrait, grâce à une justice privée taillée sur mesure, faire condamner des États qui prendraient des mesures pour mettre un terme à des législations, des réglementations portant atteinte au profit des firmes multinationales, ou qui limiterait les ambitions des gouvernements de mettre en place des législations protectrices des travailleurs. Je prends un exemple, Veolia. Veolia avait un contrat de ramassage des ordures ménagères et d'incinération des ordures ménagères en Égypte, au Caire. Au cours de la révolution égyptienne, le gouvernement égyptien augmente les salaires des travailleurs égyptiens. Veolia attaque le gouvernement égyptien parce que l'augmentation des salaires réduit ses profits. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il y a un accord bilatéral dans lequel se trouve une clause permettant de mettre en place un organisme, un mécanisme de règlement des différends. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la manière suivante. Il y a trois juges qui sont nommés par les partis, avec l'accord des partis. Ces juges, qui sont-ils? Ce sont des avocats internationaux, essentiellement des cabinets anglo-saxons, qui vont donc en dehors de l'OMC, en dehors des législations nationales, qui vont donc recevoir des plaintes des firmes multinationales ou de leurs filiales contre les États. Ça ne sert qu'à cela, à faire condamner les États au motif que les décisions prises par les parlements ou les gouvernements remettent en cause, menacent les profits. Et donc, il y a cette justice avec, évidemment, il n'y a pas d'indépendance des juges, l'accès au dossier n'est pas public, les délibérations de ces pseudo-tribunaux ne sont pas publiques. Enfin, bref. Alors, il y a différents cas comme ça, il y a toute une liste. Vous pourrez regarder sur le site du NPEP, on mettra des choses. Et donc, il y a cet objectif absolument central. Jusqu'à présent, alors il y a 3300 traités comme cela, de ce type-là, dans lesquels la plupart ont ce mécanisme qui n'a pas été activé. Il y a environ 500 contentieux en cours dans le monde. Et beaucoup concernent évidemment l'Argentine, le Venezuela, c'est-à-dire des pays qui précisément essaient de desserrer l'étreinte, l'étau de la mondialisation et des États-Unis. Ça, c'est un point qui est tout à fait crucial et qu'il faut expliquer. D'ailleurs, personne ne le fait. Personne ne le fait vraiment sérieusement en montrant que l'objectif est l'atteinte aux souverainetés nationales. Parce que quand on lit, par exemple, les argumentaires des gens du NPA, du Front de gauche, etc., silence, l'accent est mis uniquement sur les aspects libre-échangistes. À aucun moment il n'est expliqué qu'un des objectifs centraux, c'est une nouvelle atteinte contre les souverainetés nationales. Et donc, nous avons besoin, nous, d'expliquer tout cela, parce que sinon, des explications partielles sont données au public. Alors pourquoi ces explications ne sont pas données? Parce que l'idéologie post-nationale de toute cette gauche ne leur permet pas ni de comprendre, ni de vouloir comprendre. Et par conséquent, de laisser dans l'ombre des aspects tout à fait essentiels. Et dernier point, c'est l'uniformisation des modes de vie, standardisation des modes de vie, de firmes multinationales qui vont pouvoir s'étendre encore plus. Alors, bien sûr, il y a toujours les débats, enfin les arguments, les exemples qui sont donnés sur le bœuf aux hormones, sur les poulets lavés à l'eau de Javel. Bien sûr, c'est spectaculaire, c'est répugnant,
mais ça n'est que la partie visible. Il ne faut pas, par exemple, les militants d'attaque, quand on était à la manif à Stalingrad, ils étaient déguisés en poulet. C'était mignon comme tout. Mais je veux dire, oui, bien sûr, on peut faire des trucs comme ça, mais les arguments de fond ne sont pas seulement autour de cela. Alors, puis une petite chose, menace sur l'agriculture. Il y aura beaucoup de choses à dire sur l'agriculture, puisque là, c'est un changement du modèle agricole français. C'est la fin du modèle agricole français qui a déjà été engagé depuis longtemps, mais c'est l'alignement, la fin définitive de la petite et moyenne exploitation familiale pour aller vers l'alignement sur des productions banalisées, la fin des productions spécialisées de qualité à label, bio, etc. Parce que ce ne sera plus viable avec l'explosion de la PAC et les subventions de l'Union européenne qui permettaient de vivre en partie pour ces exploitants. Et puis, dernier point, la privatisation des données personnelles. Ça, c'est un point qui est très important, qui est souvent masqué. Il y a un projet qui consiste à, sous l'effet, sous la pression évidemment de sociétés comme Amazon, Apple, eBay, Facebook, Google, Microsoft, etc., qui font pression pour qu'un lobby qui s'est organisé, très actif, très efficace, pour capter toutes les données personnelles afin de les utiliser dans le commerce. Et pour une fois qu'il y a une négociation, des dispositions intéressantes au niveau européen, qui est le projet Data Protection Regulation, DPR, qui repose sur le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, ça c'est important, c'est-à-dire faire en sorte que sur le plan réglementaire et législatif, tous ceux qui veulent être oubliés sur Internet, sur les systèmes informatiques, etc., puissent le faire, qu'il y ait une réglementation qui puisse permettre d'appliquer le droit à l'oubli, c'est-à-dire disparaître, c'est-à-dire tout le monde a fait ça, on googlise, on dit tiens, je vais googliser mon voisin, pour voir si vraiment je suis voisin avec quelqu'un de raisonnable. Et donc vous googlisez votre voisin et vous voyez sortir des trucs. Et bien, le droit à l'oubli fera que si vous googlisez votre voisin et qu'il a demandé le droit à l'oubli, vous ne saurez rien sur votre voisin. Bon, voilà, je termine là. La lutte pour contre ce projet doit être réorientée. Ce qui est engagé par le collectif anti-TAFTA, par exemple, c'est pas sur les bons rails, c'est pas les bonnes revendications, c'est pas les bonnes analyses. Il faut que nous apportions nos éléments d'analyse, intégrant tout cet aspect-là, intégrant les aspects géopolitiques, intégrant les atteintes contre la souveraineté nationale comme objectif central. Et par conséquent, l'objectif ne peut pas être de demander au Parlement européen de voter contre. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de listes lors des élections européennes, en instrumentalisant grossièrement d'ailleurs la situation, en expliquant que s'il y avait un Parlement européen de gauche, il voterait contre. Mais ça n'a ni queue ni tête, c'est des mensonges, parce que le Parlement européen n'a pas les pouvoirs de stopper cette opération. La seule solution, c'est de contraindre dans chaque pays le Parlement ou le gouvernement de sortir immédiatement des négociations, tout de suite. Et c'est instantané. La conséquence serait que si cet accord s'applique, il ne s'appliquera pas au pays qui a décidé de sortir des négociations. Voilà l'objectif revendicatif qu'il faut fixer, et pas des objectifs sur le Parlement européen qui ne sont que des diversions, des rideaux de fumée. Spinning, laughing, dancing to her favorite song.